Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, celui du réchauffement climatique. Alors quand je parle de réchauffement climatique, je ne parle pas de la hausse des températures qu'on a observée sur les derniers siècles, mais de cet alarmisme où on nous dit que dans les 50 prochaines années, on va avoir plus 5 degrés Celsius, que ça va être la fin du monde et que c'est la faute des hommes. Parce que je vais vous montrer via des données scientifiques que non, le réchauffement climatique tel qu'on nous le prédit n'a pas lieu et que ça n'est pas la faute des êtres humains. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais aborder certains points pour clarifier les choses. D'abord, je ne suis pas contre l'écologie, au contraire, je suis tout à fait pour l'écologie, mais je suis contre le fait de dépenser des sommes importantes et un temps considérable pour des problèmes qui n'existent pas. Parce qu'on est en train de dépenser des milliards chaque année et un temps important pour résoudre un problème qui n'existe pas, alors qu'on pourrait utiliser ces ressources pour résoudre des problèmes qui, eux, sont bien réels. Comme par exemple la pollution dans les cours d'eau, le plastique qui traîne dans les océans, et ainsi de suite. D'ailleurs, d'un point de vue chrétien, prendre soin de la planète est tout à fait normal, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur le reste de la création. Alors cette autorité, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi et d'utiliser la planète comme on veut, non, au contraire, ça veut dire prendre soin de la planète, et on a une responsabilité devant Dieu quant à ce qu'on fait de cette autorité sur le reste de la création. Alors que d'un point de vue athée et évolutionniste, il n'y a pas d'autorité suprême qui déclare que prendre soin de la planète, c'est quelque chose de bien. Donc, prendre soin de la planète de ce point de vue est purement subjectif et arbitraire. Et donc, le fait que certaines personnes disent qu'il faut prendre soin de la planète, qu'est-ce qui vous dit que ces gens-là ont plus raison? D'autres personnes pourraient dire, non, ça sert à rien. Alors, j'ai jamais rencontré de personnes qui disent ça, mais globalement, rien ne vous permet de déterminer qu'un groupe de personnes aurait plus raison qu'un autre. Et le simple fait que la majorité déclare que c'est comme ça, ne veut pas dire qu'ils ont raison. Si je prends l'Allemagne nazie par exemple, la majorité des gens considéraient qu'exterminer les juifs était tout à fait acceptable, et pourtant ils n'avaient pas raison. Donc non, c'est pas parce que la majorité déclare que quelque chose est bien que ça veut dire qu'ils ont raison. Alors on va sûrement me dire, oui mais c'est pour éviter une extinction de masse, il faut protéger les espèces du réchauffement climatique qui risque de détruire bon nombre d'espèces. Sauf que d'un point de vue évolutionniste, la vie a déjà connu 5 extinctions de masse par le passé. Donc qu'est-ce qu'une sixième va changer? La majorité des espèces disparaissent, et puis celles qui sont suffisamment adaptées vont survivre, et puis vont évoluer, donner naissance à de nouvelles espèces. Surtout que d'un point de vue évolutionniste, la vie n'est que issue du hasard, et n'a strictement aucune valeur. Pourquoi la préserver si elle ne vaut strictement rien? Ensuite, je sais qu'il y a des gens que j'arriverai pas à convaincre et qui vont continuer à essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Soit, je peux pas vous en empêcher. Par contre, il y a un truc que vous devrez prendre en compte, que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui font de l'écologie ont tendance à oublier, c'est le concept de développement durable. Dans développement durable, il y a effectivement l'écologie, mais il y a aussi l'aspect social et économique. Et si vous ne prenez pas en compte ces aspects-là, votre lutte pour l'écologie, elle servira strictement à rien et c'est une perte de temps. Parce que les gens qui sont pauvres, qui gagnent 500 € par mois, leur première préoccupation, c'est pas de savoir si ce qu'ils font est écologique ou pas. Ils vont se préoccuper d'abord de ce qu'ils auront à manger, de leurs vêtements, d'avoir une maison, d'avoir un travail, et l'écologie arrivera bien après. Et c'est pour ça que vous avez eu la crise des gilets jaunes. On a augmenté le prix des carburants parce qu'on veut inciter les gens à arrêter d'utiliser des carburants fossiles, soit, mais du coup le problème c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas se passer de la voiture. Tout le monde ne peut pas habiter en ville parce que tout le monde n'a pas les moyens d'habiter en ville, tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture parce que ça coûte cher une voiture, et tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre le train parce qu'on supprime des lignes de train qui ne sont pas rentables, et donc les gens qui habitent à la campagne loin d'une ligne de train, ils sont obligés de prendre leur voiture, et ils n'ont pas forcément les moyens de changer de voiture. Et si vous ne prenez pas en compte ça, ça sert à rien. Je veux dire, la hausse des carburants, elle sert à rien. Ça va pas inciter les gens à changer. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et si vous ne prenez pas en compte l'aspect économique, ça servira à rien non plus. Si vos démarches écologiques mettent à mal l'économie d'un pays, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir récession, et il y aura d'autres problèmes qui vont apparaître, et qu'on n'aura pas le temps de
se préoccuper de l'écologie, il y aura d'autres problèmes avant économiques à résoudre. Donc si vous voulez continuer à lutter contre le réchauffement climatique, soit mais prenez en compte ces aspects-là, parce que sinon tout ce que vous faites, ça sert strictement à rien. Maintenant que j'ai dit ça, voyons l'aspect scientifique de la chose. Commençons par regarder l'évolution de la température et du CO2 au cours du dernier millénaire. Si vous voyez sur la courbe, vous voyez qu'à partir de l'année 1000, la température commence à diminuer, or le niveau de CO2 est à peu près constant, voire en légère augmentation. Et puis vers les années 1700, la température commence à réaugmenter, alors que le niveau de CO2 commence à augmenter seulement vers les années 1750-1760. Et donc il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'évolution de la température et l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et même si c'était le cas, corrélation ne signifie pas causalité. C'est pas parce que vous avez deux courbes qui se suivent l'une derrière l'autre que ça veut dire qu'un paramètre influence l'autre. Surtout dans le cas du climat, puisque le CO2 n'est qu'un des paramètres qui influencent le climat, il y en a bien d'autres. Et donc il faut démontrer scientifiquement que c'est bien la variation de la concentration en CO2 qui est responsable de la variation de température. Sauf que ça, personne pour l'instant ne l'a démontré. Ensuite, parlons de l'effet de serre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai l'impression, qui considèrent l'effet de serre comme quelque chose de néfaste et qu'il faut absolument s'en débarrasser. Or, c'est pas du tout le cas, puisque l'effet de serre est indispensable à la vie. Grâce à l'effet de serre, la température moyenne de la planète est d'environ plus 15 degrés Celsius, ce qui permet la vie sur cette planète. Or, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, la température moyenne serait de moins 18 degrés Celsius, ce qui rendrait la planète complètement inhabitable et la vie impossible sur la planète Terre. Ensuite, on nous parle constamment de CO2 parce que c'est le gaz à effet de serre émis majoritairement par l'humanité, et j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de gens, le CO2 est un gaz à effet de serre majoritaire dans l'atmosphère. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisque le gaz à effet de serre prédominant dans l'atmosphère est la vapeur d'eau et qu'elle contribue à elle seule entre 80 et 90% du gaz à effet de serre total. Et que le CO2 contribue entre 4 et 20% maximum de l'effet de serre. Ensuite, il est admis que 4% du CO2 émis dans l'atmosphère est d'origine humaine, ce qui voudrait dire que, au grand maximum 1% de tout, l'effet de serre a pour origine l'humanité. Ce qui nous montre bien que l'impact de l'humanité sur l'effet de serre est relativement faible. Contrairement à ce qu'on nous dit couramment, où l'humanité est responsable de cette hausse de température. Ensuite, cette histoire de réchauffement climatique est issue de prédictions faites via des modèles climatiques. Or, ces modèles possèdent deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs modèles, et que chaque modèle donne un résultat différent. Et le deuxième, c'est que certains paramètres qui influencent le climat et qui sont présents dans ces modèles sont très mal gérés. Donc, par exemple, les nuages, les précipitations, la température de surface des océans ou encore les courants marins. Donc si ces paramètres sont mal gérés dans les modèles, ces modèles ne représentent pas fidèlement la réalité et donc les prédictions sont forcément erronées. Et donc toutes ces prédictions, toutes les catastrophes qu'on nous annonce sont issues de modèles qui, de toute façon, ne reflètent pas la réalité. Donc il n'y a absolument aucune certitude que ces prédictions soient valables. D'ailleurs, ça fait plusieurs décennies qu'on fait des prédictions sur le climat. Et je vais vous donner plusieurs exemples de prédictions qui ont été faites, et vous verrez qu'aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Donc si aucune de celles-là ne s'est réalisée, pourquoi celle qu'on nous présente maintenant devrait se réaliser ? Par exemple, en 1967, le biologiste Paul Ehrlich de l'université de Stanford a déclaré qu'il était trop tard pour arrêter une famine qui aurait son maximum en 1975. Or, cette famine ne s'est jamais produite. Ensuite, en 1970, des scientifiques ont déclaré qu'on allait entrer dans un nouvel âge glaciaire. Pour l'instant, on n'est toujours pas rentré dans un nouvel âge glaciaire. Et ça continue en 1978, où ils déclarent qu'ils ne voient pas de fin à la tendance au refroidissement qu'ils ont observé sur les 30 dernières années. Pourtant, au contraire, on voit que la tendance s'est inversée, on a une augmentation. Ensuite, en 1988, a été déclaré que les Maldives allaient disparaître sous les eaux d'ici 30 ans, soit d'ici 2018. Or, les Maldives sont toujours encore là, elles n'ont pas disparu sous les océans. Et l'année d'après, en 1989, a été déclaré que des nations allaient disparaître sous les eaux d'ici les années 2000. Toujours pas le cas, il n'y a aucun pays n'a disparu sous les eaux à cause de la montée des eaux qui serait la résultante du réchauffement climatique qui engendrait la fonte des glaces. Et en 2008 a été prédit qu'il n'y aurait plus de glace en Arctique d'ici l'été 2018.
Or, c'est pas le cas. En Arctique, la banquise est toujours encore là, elle n'a pas disparu. Et je vais vous en donner une dernière. En 2004, a été prédit que d'ici 2024, l'Angleterre aurait un climat similaire à la Sibérie. Alors cette prédiction n'est pas encore censée s'être accomplie, mais vous pouvez vérifier. 2024, c'est dans un peu plus de 3 ans. Donc vous pouvez vérifier si d'ici 3 ans, le climat de la Grande-Bretagne ressemble à celui de la Sibérie ou pas. Et vérifier si cette prédiction s'est réalisée ou pas. Mais je suis prêt à parier qu'elle ne va pas se réaliser. Alors, il y a un dernier point, c'est qu'on n'arrête pas de se focaliser sur les aspects négatifs du réchauffement climatique et on oublie de parler des effets positifs. Parce qu'on va dire par exemple qu'il y a plus de gens qui vont mourir de chaud, certes, mais il y a aussi beaucoup moins de gens qui vont mourir de froid. Et comme il y a 10 fois plus de gens qui meurent de froid que de chaud, bah, globalement le réchauffement climatique va permettre de sauver des vies de ce côté-là. Et en plus, s'il fait plus chaud, il y aura plus de zones agricoles disponibles et la période de croissance des plantes sera plus longue, ce qui peut potentiellement amener 2 récoltes par an au lieu d'une seule. Ce qui permettra de nourrir plus d'humains. Déjà qu'il y a des gens qui se plaignent qu'a priori il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde, ce qui est faux, soit dit en passant, parce qu'actuellement on produit suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Et puis si vous regardez les zones tropicales, il fait relativement chaud toute l'année. En moyenne, il fait 30 degrés toute l'année. Or, il fait pas du tout sec, au contraire, c'est très humide. Et puis, d'après les paléoclimatologues, donc ce sont des scientifiques qui étudient le climat dans le passé, il y a des périodes de l'histoire où il faisait 5 degrés de plus que la température actuelle. Et ça n'a pas posé de problème pour la vie, pour le développement de la vie. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les scientifiques qui cherchent de la vie ailleurs que dans l'univers ont décrit le concept de planète superhabitable. Alors une planète superhabitable, c'est une planète qui possède des conditions plus favorables que la Terre pour le développement, l'apparition de développement de la vie. Alors la recherche de vie ailleurs dans l'univers sera le sujet d'une autre vidéo. Ici, ce qui est important de noter, c'est que une des caractéristiques pour rendre une planète superhabitable, c'est d'avoir une température 5 degrés supérieure à celle qu'on a sur la Terre. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un problème là, parce que ailleurs dans l'univers, a priori, avoir plus 5 degrés, c'est plus favorable pour l'apparition de vie et le développement de la vie. Et sur notre planète, avoir plus 5 degrés, comme ce qu'on nous prédit pour les 50 prochaines années, ça risque d'engendrer une catastrophe écologique monumentale avec la disparition de plein d'espèces. Je sais pas, j'ai l'impression que ou ils ont oublié de communiquer les uns avec les autres, ou je sais pas, mais là il y a un peu de visions complètement contradictoires et opposées. Alors il y aurait plein d'autres arguments à présenter, mais comme j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Si vous avez des remarques, des objections ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.